Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Gilles. Bah alors, John, il n'est pas réveillé, c'est de la le Réal. censure. Ouf, c'est l'inverse, il s'endort. Oui, c'est vrai. Bonjour John. Bonjour John, notre réalisateur, et bonjour Nathalie Lévy. Bonjour Valérie, bonjour C'est Gilles. une de nos chouchoutes, on peut le dire. Hein. On adore vous recevoir. On adore regarder en aparté. Voilà, donc vous êtes sur Je suis ravie d'être là, En merci. Aparté sur Canal+, du lundi au vendredi, 20h30. Il y a des rediffs à 19h58 et 12h13. C'est des horaires de train. C'est les horaires de train, oui, c'est ça. C'est, Oui, 19h58 et 12h13. Il y a quelque chose de métronome. Voilà. Bravo. Et puis vous publiez Chers grands-parents chez Albin Michel. Vous tissez, vous déroulez votre fil. Vous étiez venu nous parler de votre grand-mère adorée, Rosine, le livre magnifique que vous lui aviez consacré. Et puis vous êtes allé à la rencontre de personnalités qui vous ont parlé de leurs grands-parents, du lien avec leurs grands-parents. Et c'est un livre très touchant et très intéressant justement qui nous montre comment les grands-parents, pour beaucoup, et même quand ils n'ont pas été là, sont des piliers dans la vie, absolument. Exactement. On va y revenir dans un instant. D'abord, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et avant de démarrer le zapping, Valérie, sachez que notre interview formidable de tous les deux, de Thomas Lelong pour le complément d'enquête qui est diffusé ce soir, est désormais disponible sur toutes nos plateformes et puis sur le compte Sud Radio. Il y a plein d'extraits Twitter. Ce soir, portrait d'Alexis Colère, le double du président de la République. Vous ne recevez pas beaucoup de politique dans En Aparté? Pas du tout. Non, pas du tout. Vous avez Sandrine Rousseau? Ah, pas du tout. Ah non, vous n'avez pas eu ça. Vous ne recevez pas du tout. Peut-être un mirage, mais non, pas du tout. C'est même un parti pris. Il y a des politiques partout. En fait, là, c'est un écrin, c'est un archipel, cette émission. Et l'idée, c'était justement de faire tout sauf de la politique. Oh, si Emmanuel vous dit oui, vous prendrez. Emmanuel qui? Non, pardon. non, sincèrement, c'est pas du tout une envie. Et puis moi, j'en ai fait pendant 15 ans des politiques. Donc quand l'idée m'a été proposée et qu'on s'est dit, voilà, on a de la politique sur tous les plateaux, on n'y va pas. Je me suis dit, alléluia. Alors, vous êtes une ancienne de BFM. Alors, BFM a beaucoup évolué. Et désormais, ils sont au plus près des manifestants ou des policiers. Ils ont innové en suivant les forces de l'ordre. Ils ont installé une caméra sur les forces de l'ordre et un micro sur les équipes de la Bravem pour être à l'intérieur même durant la manifestation qui s'est déroulée. Ils étaient donc équipés de micros et de caméras. Ça a donné ça. L'une de nos équipes a donc vécu la manifestation parisienne avec une brigade de répression de l'action violente, commandée par une commissaire de 28 ans. On a le bloc qui est constitué. C'est là d'où les jets de projectiles partent, c'est là où on a le bloc, ok? Et quand je dis qu'on fait un assaut, bordel! Ça avance, ça impacte, hein! Grenadez là! Halte! On grenade! Allez, ça charge! Allez! Ça pousse! On se fait bousiller depuis tout à l'heure, ok? Le bloc, il est là-bas. Le bloc, il est dans notre dos. Mais là, ça fait 1 heure que votre section, elle se prend plein de trucs. Tout devient télé-réalité. Hein. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Nathalie Lévy. C'est exactement finalement le point de départ de mon bouquin. Enfin, pardon, quand j'entends ça, je me dis qu'on est vraiment dans une crise morale de cette société. Absolument. Une société hystérisée. Alors, attention, je pointe personne. BFM fait un super boulot. Moi, j'ai passé des années merveilleuses là-bas. On a toujours été très avant-gardiste et très dénoncé aussi, très pointé du doigt pour cette manière de fonctionner, d'être au plus près de l'info, de l'événement, etc. Néanmoins, voilà, on est dans une crise morale, une société hystérisée. On le voit partout. Il n'y a pas de limite. Et voilà. Et en panne de repères. Et les repères, parfois, il faut aller les chercher en remontant dans le temps, dans ses racines. C'est exactement ça. Alors, France 2 avait déjà donné le là parce que ça devient une mode d'être à l'intérieur, d'être en immersion, comme on dit. Je ne sais pas si vous avez vu ça. France 2 a installé à l'Assemblée nationale, sur une quinzaine de députés, des micro-cravates. Pour entendre les off et discuter les off sur les bancs des députés. Et ça donnait ça. Et cela donne ce genre de séquence étonnante des députés qui parlent à la caméra de France 2, qui les filment depuis les hauteurs de l'hémicycle. Il y a beaucoup de tension dans l'hémicycle et c'est normal parce qu'on parle de la question du travail pour les Français et les Françaises. C'est une question très importante et on voit que ça clive et ça exacerbe les gens. Aurélien Pradier, DLR, aurait-il joué le même numéro s'il n'avait pas été équipé d'un micro-cravate dissimulé? On ne montre pas du doigt comme ça. Ne montre pas du doigt, Eric. Ne montre pas du doigt. Ne montre pas du doigt. Ne montre pas du doigt. C'est ce que tu veux, mais tu ne montres pas du doigt. Et si tu veux les tirer, tu les tires pour tout le monde. Non, mais pas comme ça. Il y a des limites.
Et Aurélien Pradier s'est adressé à Éric Ciotti qui était sur le banc de devant. Ça aussi, ça vous choque, les micros cachés sur les députés? Je sais pas si on est dans cet état de choc. Je sais pas. J'ai l'impression que aujourd'hui, voilà, il y a plus de limites. Tout a été franchi. Donc finalement, pourquoi pas ça? Enfin, pourquoi moins les micros que les caméras? Pourquoi? Voilà. Mais ça, j'ai peut-être un petit côté désuet. Ça me parle moins. Ça me parle pas. Ouais. Si jamais vous cherchez un programmateur pour votre émission, j'ai une suggestion, je peux me proposer. Alors moi, je vous propose Polska. Vous connaissez Polska? Je connais le titre. Polska, c'est un magazine. Polka. Non, Polska, c'est un peu la nouvelle Nabila. Vous savez, elle a des formes généreuses. Non, je connais pas. Je suis désolée. Elle a défilé avec ses formes généreuses et son slogan, c'était les formes contre la réforme. Mais non. Et elle a eu hier les honneurs de BFM TV. C'est un monument. De BFM ou de TPMP? Non, de BFM TV. Ouais. Oui, ils étaient dans Truchot et machin. Marshall et Truchot. Voilà. Et oui, à 18h. Ah oui, parce que vous m'avez dit, quand vous avez vu l'information, c'est pour ça que vous parlez de programmation, vous avez dit, elles vont aller chez TPMP. Elles sont allées chez TPMP, mais je n'avais pas vu qu'elles étaient allées également. Ah d'accord, allons-y. On peut être là en col roulé, on peut avoir 40 ans et manifester, et on peut être une pétasse avec des faux ongles et manifester aussi. En fait, j'essaie de dire avec des mots simples, parce qu'en fait, les jeunes, quand ils entendent par exemple des vieux à la télé, je dis pas que vous êtes vieux, mais voilà, et ben quand ils entendent des vieux à la télé parler avec des mots compliqués, bah ils ont pas envie d'écouter. En fait, du coup, ils comprennent pas. Donc moi, quand je dis avec des mots simples, bah ça leur parle plus. Est-ce que par exemple Jean-Luc Mélenchon, vous le connaissiez? Oui, je connais. Et vous, il vous intéresse? Il m'intéresse, c'est pas trop mon style, mais. Ça, c'est très drôle. Il y a déjà des quiproquos comme ça, vous posez la question à un invité et que ça tombe à côté. Non, mais peut-être que cet invité n'avait pas exactement les mêmes courbes, donc peut-être que le cerveau était au bon endroit et. Il vous intéresse, Mélenchon. C'est pas trop mon style. Un moment, alors, on va redevenir très très sérieux. Je sais pas si vous avez vu ça hier. Un moment de télé fort dont touche pas à mon poste. Cyril Hanouna a reçu une personne qui est venue appeler en aide pour être protégée car elle est harcelée par son ex. Son ex a fait 8 mois de prison, il est libéré et il continue à la harceler. Les policiers ne veulent pas l'entendre. 2 de ses demandes ont été refusées par la police. La seule solution, médiatiser son combat. Vous allez même entendre les messages menaçants de son ex. C'était hier dans Touche pas à mon poste. Il m'envoie des vidéos de lui où il me donne rendez-vous et après ça continue, je le bloque, je lui réponds plus. Il fait des vidéos où il me dit je te cherche dans Paris, je te cherche partout. Et après ça a continué de jour en jour avec des menaces, ensuite les menaces de mort, les menaces de viol, les menaces à mes amis, à ma famille. Et après il a commencé à chercher ma maison, là où j'habitais, pour pouvoir me faire du mal. Vous avez publié des audios de votre agresseur qui vous a envoyé sur les réseaux sociaux, ils sont particulièrement violents. Écoutez. Faut que tu saches un truc. Là, en juillet, rien qu'en juillet, j'ai été condamné à de la prison ferme. Et regarde où je suis. Je suis libre comme l'air. Je fais ce que je veux. Il y a toujours un moyen, moi, je vais toujours me démerder. C'est-à-dire que là, même si j'arrive, je te vois, je t'égorge, je te viole, je sais que je prendrai jamais 20 ans. Je vais tout faire pour te retrouver, d'accord? Donc fais pas la moi je te le conseille. Et porte pas plainte, ça c'est un conseil. Et c'est même un ordre que je te dis, d'accord? C'est glaçant. Oui. Elle a fait entendre les audios et ses plaintes n'ont pas été reçues. Qu'on en soit allé à la télévision pour. Mais parce que c'est sa seule solution, elle a peur de mourir. Son petit frère est menacé. Vous n'avez pas vu la séquence? Non, j'ai pas vu la séquence. Parce que vraiment, ils ont passé des audios très très violents de menaces de mort et il a une vidéo avec un grand couteau en disant ça c'est pour toi. Non. Ça vous glace aussi le sang? Oui, non, c'est glaçant. Après, je ne connais pas le dossier, donc je ne vais pas me prononcer davantage. Je continue la programmation de votre émission. Vous auriez pu recevoir aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez qui ce soir? Alors ce soir, on a, je vais vous le dire dans une seconde, Jean-Pierre Elkabbach. Oui, mais on est le 30 mars. On a eu Élodie Bouchaz hier soir. On est le 30 mars, Nathalie Lévy. C'est l'anniversaire de Céline Dion. Oui, il fallait recevoir Céline. Elle a aujourd'hui 55 ans. Vous allez la voir partout. C'est l'anniversaire de Céline Dion. C'est 55 ans. Et moi, j'ai retrouvé un son où elle chante joyeuse Happy Birthday comme Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Formidable.
Non, mais moi j'ai Alban Ivanov très vite là en aparté et je peux vous dire qu'il nous fait un show sur Céline Dion parce que c'est son plaisir coupable, comme on dit. Alban Ivanov qui est en tournée partout en France avec son spectacle vedette qui est excellent. On le connaît davantage maintenant en tant qu'acteur, il est formidable. Et je peux vous dire qu'il y a une pépite sur Céline Dion. Vous m'en donnerez des nouvelles. On va regarder et on va parler avec vous d'en aparté puis de votre livre Chers grands-parents, dans lequel vous avez interviewé des personnalités extrêmement diverses sur leur lien à leurs grands-parents. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Nathalie Lévy, la journaliste qui, tous les soirs, que vous ne voyez pas, puisqu'elle présente en aparté sur Canal+, formidable émission. Mais dans l'oreille des stars. Voilà, dans l'oreille des personnalités, des stars, tous azimuts. Vous étiez venu nous en parler au tout début. Et vous publiez Chers grands-parents aux éditions Albin Michel. Donc ça va de Yannick Noah, Michel-Édouard Leclerc, en passant par Alexandre Jardin, Jacques Weber, des personnalités tous azimuts qui vous racontent ce qu'ont été, ce qu'ont représenté leurs grands-parents pour eux. L'idée du livre, elle est venue comment? Alors on rappelle que vous avez publié plusieurs livres autour du grand âge, de votre grand-mère, de aussi ce que c'était de s'occuper d'une personne. Les aidants, en fait, ces fameux invisibles qui grandissent en nombre, évidemment, chaque mois. Courage au cœur et sac à dos. Exactement. Exactement. J'avais eu à cœur aussi de raconter effectivement ces invisibles qui sont souvent des familles, qui sont aussi les aidants professionnels, parce qu'aujourd'hui ils sont 8 à 11 millions de personnes et que la population, elle est vieillissante. Un tiers de la population aura plus de 60 ans en 2060. Et puis là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'en avais déjà trop dit sur ma propre histoire, donc il ne s'agissait pas de me raconter davantage. J'étais déjà dans une impudeur très très déroutante pour moi. Et puis évidemment, le confinement étant ce qu'il a été, ces images de détresse de ces anciens cloisonnés, séparés par une vitre de leurs petits-enfants, de leurs enfants, même de leurs époux parfois. On en a tous vu. Vous vous souvenez sur les réseaux. Bon. Ça m'a évidemment foudroyée et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à gamberger et j'ai contacté comme ça 2-3 personnalités dont je savais qu'elles avaient un lien très fort avec leurs grands-parents. Vous avez commencé par qui, justement ? Je crois que j'ai commencé, pour être honnête, je crois que j'ai commencé par Stéphane de Groot. Voilà, j'ai commencé par lui. Il est même venu à la maison. On était encore en confinement. Il est venu à la maison. On a fait l'entretien à la maison. On a pleuré sur le canapé chez moi alors qu'on se connaissait à peine. Très vite, j'ai contacté Patrick Bruel parce que je savais qu'Élie, son grand-père, l'histoire est très forte. Voilà. L'histoire est forte. Voilà, très exactement. Ses grands-parents, ils sont vraiment ses fondations très très évidentes. Julie Gaillet que je connaissais pas du tout, mais j'avais lu 2-3 choses et elle m'a dit un grand oui. En fait, elle vit avec un grand-père. Donc... Gilles, ça n'appartient qu'à vous. Voilà. Donc elle sait de quoi elle parle. Ça n'appartient qu'à vous. C'est pas vrai en plus. Vous êtes mauvaise langue, parce que je crois qu'on est sur une 48 ou même pas. Vous n'avez pas 48 ans. Non, 1948. Ah oui, d'accord. Voilà. Angoune, Marc Lavoine, etc. Et j'envoyais des messages, etc. Et on vous disait oui tout le temps. On m'a toujours dit oui. Pour revenir à ce que vous avez dit, le début du livre, vous avez trouvé ça injuste qu'on sépare les grands-parents mais complètement. de leurs enfants. Vous trouvez que le gouvernement en a trop fait à ce moment-là, au moment du Covid? Je sais pas dans quelle... on est en face d'une situation extrême. Donc, quelle réaction on peut prendre en conscience quand on est en face de cette situation que personne connaissait, personne maîtrisait? Qui aurait pu faire mieux? C'est pas à moi de le dire. Non. Néanmoins, oui, quand on est dans la grande vieillesse et qu'il nous reste la durée de vie dans un EHPAD, c'est 5 ans le maximum. Quand il nous reste donc potentiellement 2, 3, 4 années, on peut pas les vivre à distance de nos proches. C'est impossible. Donc on les a enterrés vivants, en fait, ces personnes-là, selon moi. On les a isolés. On les a isolés, on les a parfois on a accéléré très souvent le phénomène de glissement, la dénutrition. On les a, on les a enterrés vivants. On les a sacrifiés. Je ne sais pas si on les a sacrifiés. Non, on a fait les protéger. On a fait ce qu'on pensait être le mieux dans une urgence absolue. Donc on a pris des décisions hâtives, mais de là à dire en tout cas que c'était les sacrifier, je n'irai pas jusque là. Je pense qu'on a agi en fonction d'une urgence. Voilà. La petite phrase de Tristan Bernard qui ouvre votre livre est magnifique. Ce qui fait que les grands-parents s'entendent aussi bien avec les petits-enfants, c'est que pour ces derniers, la vie n'est pas encore assez sérieuse et que pour les aïeuls, elle ne l'est plus autant. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs du livre dans les relations
relation, il y a de la transmission, mais il y a aussi une forme d'humour et de légèreté. Il y a des choses autorisées avec les grands-parents qui ne le sont pas avec les parents, et un rapport très très différent. Comment vous le... C'est vraiment ça, parce qu'en fait, les grands-parents, c'est un amour désintéressé. Ouais. La seule chose qu'ils ont à cœur de faire, c'est de donner de la fantaisie, de apporter de la tendresse à leurs petits-enfants, d'être dans une complicité, etc. Et d'autant plus maintenant, et vous le disiez Valérie il y a quelques instants, Joël Gaudron qui a écrit, Joël Gaudron qui a écrit sur le sujet. Une grand-mère, une mamie dit tout haut ce que les grands-mères pensent tout bas. Voilà, donc j'ai une pensée pour elle, parce que on est précisément dans cette logique-là, dans cette fantaisie, dans cette capacité à être dans un temps complètement concentré sur le petit enfant, ce que les parents peuvent pas, parce qu'il y a le métier, parce qu'il y a l'activité, parce qu'ils surveillent les devoirs, etc. Il y a le bain à prendre. Les grands-parents, ils ont finalement que les aspects positifs. Oui, mais on en parlait avec Joël, il y a de plus en plus de grands-parents qui n'ont plus envie d'être grands-parents, qui ont envie d'être modernes, ou qui ne veulent pas qu'on les appelle mamie. Et qui sont plus jeunes, oui, beaucoup plus jeunes. Il n'y a pas le même rapport aujourd'hui des grands-parents avec les petits-enfants. Et vous en avez parmi les people qui n'ont pas eu vraiment de rapport avec leurs grands-parents? Non, j'ai pas eu ce... Non, parce que peut-être... Ils sont plus âgés, ils sont d'une autre génération. Encore que non, parce que vous voyez, quand on parle de Anna Girardot, qui est une toute jeune femme, elle avait une grand-mère extrêmement... présente dans sa vie et très féministe de surcroît, donc qui lui a appris d'autres choses, qui lui a appris une rigueur, qui lui a appris une posture vestimentaire, qui lui a appris un certain nombre de codes, etc., qui était une femme donc très moderne, très avant-gardiste, voilà, mais qui fonctionnait comme une grand-mère néanmoins. Mais c'est vrai, vous avez raison. Et puis, comme de toute façon on vit aujourd'hui plus longtemps, les grands-parents le deviennent plus tard et autrement. Ils sont dans davantage d'activités et dans un échange peut-être moins pain au chocolat à la sortie du collège. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi un lien. Moi, j'ai beaucoup aimé l'interview de Valérie Perrin, qui parle de sa grand-mère, qui dit oui, je regrette qu'elle n'ait pas vu mon succès. Et puis elle dit, mais j'ai cette phrase, tant qu'on continue de rêver de quelqu'un, c'est qu'il est vivant quelque part. Et on voit que dans chacune des interviews, il y a ce lien. Ils y pensent, et le grand-parent est toujours là. C'est exactement ce que je voulais ajouter. Vous avez raison, Valérie, de le mentionner. Moi, mon idée aussi, mon objectif, c'était les faire vivre, parler d'eux, les raconter encore une fois, c'est leur permettre... j'ai un peu tendance à penser qu'on les fait mourir deux fois, nos vieux. On les enterre et on les oublie. C'est là où il y a un sujet aujourd'hui. Donc les perpétuer à travers ces anecdotes, à travers un souvenir, à travers un héritage, un patrimoine immatériel, ça a ému énormément les artistes. Vous savez, ils me disaient... Mais je me souviendrai pas, qu'est-ce que je vais raconter? Et puis la parole comme ça finalement arrivait, et même Dominique Farrugia qui me racontait des choses aussi hyper fortes. Il pensait vraiment ne rien avoir à me dire, que ça durerait 12 minutes l'entretien. 1h20 plus tard, on y était toujours. Et pourquoi la forme d'un livre et pas plutôt un documentaire? Ça aurait pu être un documentaire Canal. Gilles, vous avez vraiment le sens des médias. J'y travaille. Très bien. J'y travaille. Mais c'est peut-être plus compliqué de se confier face caméra que par écrit, non? C'est possible, à moi là d'être ingénieuse et subtile. Alors, mais... nos auditeurs ont plein de questions sur En Aparté. Ils vous adorent. Alors, Mickaël demande comment va votre grand-mère. Elle est hélas décédée. Ça, c'était sur votre grand-mère. Mais alors, Gilles, il est totalement fan. Superbe émission. C'est lui qui va faire l'interview. Alors, je croyais que c'était un Gilles. Non, c'est Gilles, un auditeur fidèle. Y a-t-il des personnalités qui refusent de participer à En Aparté? Pas que je sache. Ou alors c'est pour des questions d'agenda. Mais en tout cas, j'ai jamais eu un nom catégorique. Est-ce qu'il y a des coupures au montage, ou est-ce que c'est enregistré dans les conditions du direct? Alors, c'est enregistré dans les conditions du direct, mais il y a aussi des coupures au montage. C'est-à-dire, pour être très claire et transparente, j'enregistre toujours 5 à 8 minutes de rab de plus, parce que si on a un pépin, n'importe quoi, si je vous dis n'importe quoi, si le café se renverse, etc., on prévoit toujours 5-8 minutes. Valérie fait la même chose, ça prend à 10h35. Et à quoi sert l'oreillette des invités? À m'entendre. Voilà, il n'y a pas de baffle. Enfin, il y a des baffles pour la musique, mais sinon, ils m'entendent pas. Et autre question, est-ce que Pascal Clark vous a envoyé un message? Alors, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que c'est votre voix ou est-ce qu'elle est étalonnée? Ils ont des questions très précises. Oui, mais alors, écoutez, si les auditeurs sont là en direct, ils entendent ma voix et donc ils pourront certainement se rendre compte. Pas de modification. Et puis, qui aimeriez-vous interviewer que vous n'avez pas eu et que vous rêveriez d'avoir? Un wagon d'invités.
Mais bon, j'ai une espèce de fascination pour un Roger Federer ou un Rafael Nadal. Donc oui, voilà. je suis d'accord. Bon, j'ai évidemment grandi avec Kramer contre Kramer, des films comme ça. Donc évidemment des internationaux, Meryl Streep. Vous allez avoir le 25 avril, je crois, il y a Al Pacino qui est en France. Oui, absolument. Qui vient. Alors, il faut pouvoir se l'offrir, Al Pacino. Ouais, c'est entre les places sont entre 90 € et 900 €. Pour voir une sorte de masterclass, c'est ça, oui, je crois. Il n'aime pas trop le mot masterclass. Oui, il va être sur en scène, France, effectivement, c'est ça. Bon, en tout cas, superbe émission. Vous êtes heureuse, j'imagine. Ouais, je crois que j'avoue que dans le contexte en plus d'actualité du moment et depuis quelques années déjà, j'avoue que c'est assez plaisant, voire jubilatoire, d'être dans ce format-là. Si jamais vous recevez Valérie, il faut lui mettre du camembert chaud. Du camembert chaud. Oui. Même si on enregistre à 9h du mat. Gilles, vous assumez. C'est pas sûr. C'est son grand truc. Canal Plus en aparté, 20h30, tous les jours, du lundi au vendredi. Il y a des rediffs également. Et puis, chers grands-parents, chez Albin Michel, c'est formidable de découvrir le lien qu'on peut avoir avec ses grands-parents, qui est toujours, enfin pour beaucoup d'entre nous, très très fort. Merci Nathalie Lévy. Demain Nagui, Valérie. Pardon. Demain Nagui. Ah oui, Nagui et Stéphane Guillon. Merci Allez, beaucoup. très bonne journée. Bruno. Ah bah oui. Stéphane, on l'a reçu aussi. Oui, Bruno Guillon, merci, heureusement que John est réveillé et qu'il est là. Tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin.